Et bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour le chapitre 7. Chapitre 7 qui donc va donc porter sur le dernier chapitre du volet onde avant d'attaquer à la chimie, à la grande joie de certains. Donc là on est sur la dualité onde-corpuscule, en fait avec ce petit dessin que j'ai trouvé sur internet qui est assez intéressant. Donc en fait on se retrouve avec un cylindre, et selon l'éclairage qu'on choisit, on a donc soit effectivement le cercle, soit un rectangle. Et c'est un petit peu ça qu'on a pour beaucoup de modèles, parce que des fois on va choisir le modèle onde, et des fois on va plutôt choisir le modèle corpusculaire. Et donc c'est parti pour ce chapitre 7. Hop, je disparais. Donc, chapitre 7, dualité onde-particule. Vous allez voir ce chapitre très court. Donc on se retrouve avec cette dualité qui a été mise en évidence avec l'expérience du photon unique, qui a été étudiée en cours. Donc en gros, cette expérience du photon unique a été très intéressante parce qu'elle a mis en évidence l'aspect corpusculaire de la lumière, puisqu'il y avait effectivement quelques petits grains de particules, et puis effectivement ensuite l'aspect ondulatoire, quand il y avait une population importante de photons, parce qu'on commençait à observer des figures d'interférence. Donc en gros, pour le phénomène d'interférence, on peut le voir autrement, que les interférences constructives et destructives, on peut prévoir sur une grande population de photons. On va dire que quand c'est lumineux, il y a une grande probabilité que les photons arrivent à cet endroit-là, et quand c'est obscur, il y a une très faible probabilité, mais comme toute probabilité, ça marche quand il y a une énorme population. Donc dans le document par exemple CETA, il fallait attendre plutôt longtemps avant de voir ces figures d'interférence qui n'étaient pas visibles du tout au début. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, bien entendu, si je vais trop vite pendant que vous copiez. Les électrons monocinétiques, c'est une expérience qui a été faite, et puis c'est trouvé donc qu'on a donc avec des électrons monocinétiques, c'est-à-dire des électrons qui ont tous la même vitesse, sinon ça ne va pas fonctionner. Et bien en fait, avec ces électrons qui vont frapper une très mince feuille métallique, on va observer une figure de diffraction. Alors heureusement elle est très simple, la figure de diffraction, c'est réservé aux ondes. Donc en gros, les électrons peuvent se comporter comme une onde. La condition est bien entendu, c'est qu'ils soient tous à la même vitesse, donc ils seront dits monocinétiques. Ça nous amène à cette relation-là, c'est la petite relation à connaître par cœur. En gros, on va pouvoir donner une longueur d'onde à une particule qui est en mouvement, via la relation suivante qu'à connaître par cœur. Tout simplement, la longueur d'onde sera h divisé par p. H, c'est la fameuse constante de Planck, dont je vous rappelle ici la valeur, constante qui n'est pas à connaître par cœur, elle sera tout le temps donnée en énoncé. Alors en livre, si elle n'est pas donnée, il faut regarder sur les pages d'avant, hein, mais c'est une constante qui n'est pas à connaître par cœur. P, c'est la quantité de mouvement, c'est quelque chose qu'on va plutôt voir en mécanique, on l'introduit déjà, donc c'est la masse fois la vitesse, ce qui donne l'unité curieuse, kilogramme, mètre, seconde moins 1. Donc bien penser que l'unité de la masse en physique, c'est non pas les grammes, mais les kilogrammes. Puis parfois, dans les exercices, vous n'aurez pas accès à la vitesse, mais plutôt à l'énergie cinétique. Et donc je vous rappelle, hein, ça aussi c'est quelque chose que vous avez vu en mécanique en première S, et puis qu'on va revoir quand on va attaquer les fameux chapitres de mécanique. L'énergie cinétique, hein, qui est en joules, c'est égal à 1,5 de la masse, donc en kilogrammes, fois la vitesse au carré. Donc l'idée, bien sûr, hein, pour utiliser la formule correctement, c'est que vous isolez la vitesse. Vous allez vous retrouver avec une racine carrée, hein, puisqu'en fait, vous ne pourrez pas simplifier, et ensuite vous injectez la vitesse dans l'expression de P, c'est-à-dire que vous remplacez V par la vitesse qui a été isolée ici. Ça va vous donner une expression de lambda en fonction de h, de la masse et de l'énergie cinétique. C'est un peu par exemple l'idée de ce qu'il faut faire pour l'activité 7b. Autre possibilité, si vous n'êtes pas maître pour isoler l'inconnu, hein, pour trouver la vitesse, vous l'isolez à l'inconnu, vous faites une application numérique et vous remplacez la valeur que vous avez trouvée dans l'expression de P. Ça, c'est une autre possibilité si vous ne maîtrisez pas les isolations d'inconnus. Voilà. Je crois qu'on vient d'avoir ensemble le chapitre le plus court et probablement la vidéo la plus courte. Donc merci de votre attention et à bientôt.